Il y a pour moi dans la maternité aussi un souci, c'est que je me suis dit, si j'ai des enfants, je vais pas savoir les défendre, parce que j'ai pas su me défendre. Et en fait, ça s'est passé, c'est-à-dire qu'avec le petit garçon dont j'ai eu l'occasion d'être la belle-mère pendant quelques années, on est allé sur un terrain de jeu. Et je me sentais pas bien sur le terrain de jeu. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. C'est quoi le problème? Pourtant, il n'est pas tombé, il s'est pas fait mal. Il n'était pas hyper à l'aise. Tu sais, il grimpait pas comme un malade. Il était plutôt beaucoup dans sa tête. Et bon, pour moi, il y avait pas de problème, sûrement parce que j'étais un peu similaire. Et puis d'un coup, il y a des gamins qui sont venus, qui ont commencé à se moquer de lui. Et c'est moi qui avais les larmes aux yeux, tu vois. Je me suis dit, ça va pas du tout. On s'en va. Ça va pas du tout. On s'en va. Et du coup, on est parti. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je sais, je l'ai déjà fait dans mon premier mail, mais là j'ai l'occasion de le faire face à face. Je voulais dire merci, et alors pour un tas de trucs, parce que tes podcasts, ils font tellement de bien déjà. Et je vais raconter peut-être plus tard pourquoi et dans quel contexte et comment je les ai découverts et tout. Et j'ai commencé par Mimi d'ailleurs, donc Mimi Chalfrey. Et c'est vraiment les trucs qui m'ont fait le plus de bien. Et quand j'ai commencé une thérapie en été, que j'ai arrêté. Là, cet été-là ? Ouais, j'ai commencé au mois de juillet. Et j'ai arrêté la thérapie. Parce que ma thérapeute m'a posé une question qui était « Pourquoi êtes-vous au monde ?» Et elle m'a posé la question 5 minutes avant la fin, le gong de la fin de la session. Et j'ai regardé, je me suis dit « Mais vous moquez de moi là ?» Enfin, c'était pas du tout pour ça que j'étais venue. Et je me suis dit « C'est quoi cette question ?» Et j'ai répondu un peu comment on dit, c'est du tac au tac. Je dis, mais vous le savez, vous, genre, c'est quoi cette blague? Et elle me regarde très sérieusement avec un petit sourire sibyllin. Elle me dit, oui, moi je sais. Et là, je me suis dit, eh ben moi je ne sais pas, merci beaucoup, au revoir madame. C'est une question difficile, hein? Et je rentre chez moi et je me dis, alors là, Fabrice Florent, parce que là, ça va pas du tout. Et je découvre. Fabrice Florent, ça va pas du tout. Et je découvre le dernier podcast. Il trouvait sa raison d'être, oui. C'est ça? Et là, je me dis, merci Fabrice. Ah, c'est fou. Ouais, parce que c'était le moment. Tu sais, je suis rentrée, je me suis dit, n'importe quel épisode, je m'en fous. Un épisode que j'ai déjà écouté, un truc. Et là, je tombe sur, ouais, ben justement, voilà, je vous propose. Je me dis, t'es sérieux, Fabrice? Merci. Ah, c'est trop classe. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas besoin d'y retourner parce que je vais prendre chaque épisode du mois de novembre. Oui, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, oui, c'est bien, c'est un bon support, mais c'est cool aussi je crois, de confronter un peu ce que tu vas en sortir, tu vois, à quelqu'un de professionnel. Oui, je suis d'accord avec toi, mais avec quelqu'un avec qui on se sent bien. Oui, ça c'est la base. Et là, c'était pas le cas. Oui. Parce que c'est une super question qu'elle pose en vrai. Mais après, c'est sûr que si elle te la pose et que toi, t'es mal à l'aise par rapport à ça. Bah, alors, si tu veux, ça m'a fait l'effet on va y revenir aussi, du sac de glaçons. Et chez moi, c'est pas du tout un bon signe quand j'ai l'impression d'avaler un sac de glaçons. Ah, ok. Tu vois? Waouh, cette image, avaler un sac de glaçons. Ouais. Ça me l'a fait plusieurs fois dans ma vie et c'était jamais bon signe. Ok. Non. Les trucs glacés qui descendent, là, non. Bah Elsa, merci beaucoup en tout cas, et je savais pas à quel point je pouvais servir de thérapeute pour des gens, tu vois, c'est étonnant. Et ben, en fait, plus qu'un thérapeute, ça aiguille et ça donne des idées. Alors ça te traite pas, évidemment, si tu as une pathologie psychologique, psychosomatique, non, mais ça fait du bien. Parce que tu es en dialogue avec des gens et que du coup c'est moins sec que quelqu'un qui ferait une émission sur trouver sa raison d'être tout seul.
Et donc, du coup, c'est cool. Ah, merci. Et donc, grand merci. Ah, ça me touche. Mais tu sais, je tiens vraiment à dire qu'en fait, il y a des gens qui m'ont fait des remarques sur le fait que c'était cool parce que ça servait de séance, en fait, tu vois, de genre de psy. Mais moi, c'est pas mon objectif. Hein. Vraiment, je suis très à l'aise et ça ne remplacera jamais une bonne thérapie, quoi. Tu vois, moi, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans avoir thérapeute. Alors après, je suis très d'accord avec toi. Il faut trouver quelqu'un avec qui on est bien. Et ça, c'est parfois long. Ça peut être même très très long de trouver quelqu'un avec qui tu es à l'aise. Parce que, en fait, la question qu'elle te pose, c'est une super question. Elle est tout à fait valide. Ouais. Mais sur le coup, je l'ai complètement bloquée. Mais ça dit aussi un truc. Et en fait, si tu veux, le truc, alors évidemment, je dis pas, n'allez pas chez un thérapeute, écoutez Fabrice Florent, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, non, c'est pour ça que j'essaie je me permets. Je ne dis pas ça du tout, mais par contre, moi, ça m'a aidé parce que ça m'a donné des tas de clés à travers l'histoire de gens à qui j'aurais jamais parlé dans ma vie. Ah, c'est trop cool. Et donc, comme ça, tu vois, en faisant des tas de trucs, et j'arrête pas de dire ça à ma maman qui refuse d'écouter des podcasts. Bah oui. J'arrête pas de lui dire, mais maman, écoute un podcast. Je lui ai envoyé Fabrice Florent, je lui ai dit, t'as écouté? Mais non, je sais pas comment ça marche. Mais maman, je t'explique, t'appuies sur le bouton, pouf, ça marche. Et je sais pas comment ça va. Enfin bref. On a chacun nos blocages, tu vois. Toi, c'est cette question. Ta mère, c'est comment faire pour appuyer sur un bouton pour écouter un podcast. Quoique je suis très fière de ma maman, parce qu'elle est très très forte quand même. Mais voilà. Donc tout ça pour dire merci. Ah bah avec plaisir. Franchement, je le prends. C'est cool. C'est lundi matin. Franchement, ça fait plaisir. Je trouve qu'on ne dit pas assez merci d'une manière générale. Je suis très d'accord. Voilà. Et ben, j'avais envie de te dire merci parce que toi, tu m'as envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail il y a longtemps. En mars 2022 et tu m'as expliqué qu'en fait tu avais un parcours de femme nullipare. Tu m'as expliqué plein d'autres choses autour de ça et j'étais vachement emmerdé parce que j'avais pas d'endroit où te mettre, si tu veux. Et oui, et ben moi non plus. Bah oui. Voilà, on est dans le cœur du problème. Et en fait, entre-temps, moi, cet été, j'ai lancé Histoire de Daronne et en checkant mes mails, etc., je suis retombé sur ton mail et je me suis dit, mais c'est l'occasion ou jamais de t'inviter parce que là, il y a un espace, en fait, où effectivement, Histoire de Daronne, pour moi, c'est aussi, je vais faire parler des mamans et plein de mamans, mais pour moi, l'idée, c'est aussi d'interroger la maternité d'une manière générale. Et j'ai eu, par exemple, Claudette, qui est venue j'ai adoré l'épisode avec Claudette. Raconter ses prises de tête, tu vois, à 35 ans. Et en fait, l'épisode, j'ai reçu vraiment plein de messages par rapport à cet épisode où je crois que c'est hyper important d'en parler parce que j'ai l'impression qu'entre 30 et 40 ans, c'est très compliqué pour les femmes de se positionner. J'imagine que tu vas en parler. Et en fait, d'avoir ton avis à toi en tant que femme nullipare, tu vois, je trouve ça trop intéressant aussi. Donc merci d'être là. Merci. Donc, plein de merci. Oui, l'épisode de Claudette m'a fait plein de choses, m'a fait réfléchir beaucoup. Et à la fin, j'avais envie de dire, bon, viens Claudette, on va boire un café. Si tu veux, je vous mets en contact. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Même si Claudette a voulu rester anonyme et pour plein de bonnes raisons que je comprends, mais si tu veux, je peux vous mettre en contact sans problème, quoi. Et donc Elsa, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir m'écrire ? Alors plein de choses. Alors, ça s'est pas fait tout de suite. J'ai commencé à écouter tes podcasts, je crois, en 2021, je pense, pendant l'été. Et j'ai commencé en fait par Histoire de Daron. Et donc j'ai mangé Histoire de Daron. Ouais. Enfin, plein d'épisodes parce que en fait, donc je n'ai pas d'enfant, je suis nullipare. C'est très très moche. C'est horrible comme mot. C'est nul. C'est nul. Et en fait, il faudrait que je revienne dans le passé pour expliquer ce qui s'est passé parce que ça s'est pas fait comme ça. Et j'ai réécouté il y a 2 jours l'épisode, donc Mimi Jalfri. Et à un moment de l'épisode, elle dit de toute façon, à un certain âge, donc genre vers 40-45 ans, les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles ont décidé de pas en avoir. Et je me suis dit... Alors, pour resituer, remettre un peu de contexte, c'est que Mimi est venue sur ma chaîne Twitch pour venir me parler de son envie, de son projet d'être child-free, de ne pas avoir d'enfants par choix, pour le coup. Et Mimi a 30 ans, donc elle a 15 ans de moins que toi, voilà. C'est ça, si je me trompe pas ? 14 et 11 mois. 14, très bien.
t'es de fin d'année, donc. Voilà. Et en fait, c'est trop intéressant de t'avoir toi, parce que t'es 14 ans et 11 mois plus tard. Et j'imagine que t'as passé plein d'étapes que Mimi n'a pas encore passées. Voilà, c'est pas pour dire, Mimi, t'es trop jeune, machin, tu vois. Elle le dit à la fin de l'épisode, elle dit, mais ça serait super intéressant d'avoir des femmes de 40-45 ans, parce que moi, j'en connais pas qui n'ont pas d'enfants. Je dis, mais je suis là. Et je te mettrai aussi en contact avec Mimi, alors. Donc, c'est un peu... j'ai commencé avec le podcast de Mimi, parce qu'en fait, j'ai cherché sur podcast, l'appli podcast, nulle part. Et je suis tombée, sur le premier podcast que je suis tombée, c'est celui avec Mimi. Et donc, j'ai commencé avec ça, et après, je me suis dit, tiens, c'est quoi Histoire de Daron ? Et je suis passée par là. Et ça tombait bien, parce qu'à ce moment-là, dans mon couple, on parlait plus. Et donc, je me suis dit, en fait... Bon, je suis dans une situation, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde dans ma situation, et j'ai envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc j'ai exploré la paternité avant d'explorer la maternité. Ok. Donc j'ai commencé par ça, et ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter des hommes, en fait, parler de leurs sentiments, parler de leurs peurs, parler de tout ça, parce qu'en fait, de mon point de vue, on a un peu l'impression que pour les hommes, de ce côté-là, quand ça marche pas, ça va quand même, quoi. Et en fait, pas du tout. donc, ça m'avait du bien de commencer par ça. Et après, j'ai continué à écouter les autres podcasts, tout ça. Quand tu dis quand ça marche pas, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quand ça marche pas, quand on peut pas avoir d'enfants, on a l'impression, et c'est comme ça que je l'ai vécu honnêtement, que c'est un problème purement féminin, alors que pas du tout. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, on va pas y aller chronologiquement du coup, mais c'est que j'ai mis beaucoup de temps déjà à savoir si oui ou non, et ça a commencé par ce que je t'écrivais hier, à savoir la fiche Bristol de la vie parfaite. Donc tu commences d'abord par avoir une situation stable, tu commences ensuite par trouver le mari. Et puis ce qui est toujours en soi c'est pas mal. Une bonne idée d'avoir un papa. Voilà. Enfin, en tout cas, un coparent, pardon, parce que c'est important. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le papa. J'ai mis beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, en fait, autour de moi, tout le monde avait des enfants, tout le monde se mariait, tout le monde divorçait d'ailleurs, ça allait très vite des fois. Et on me disait, mets de l'eau dans ton vin, non, mais il va falloir quand même, mais encore un nouveau, tout ça. Alors je me dis, déjà, je suis pas normale. Bon, ok. Et puis après, j'ai trouvé l'homme qui est devenu mon mari. Et je me suis dit, super. Sauf que à ce moment-là, je sortais d'une situation très difficile dans le boulot, donc j'avais plus sur la fiche Bristol parfaite la situation qui que. Donc je me suis dit, non, quand même, il faudrait que je fasse quelque chose pour moi, parce que je sortais plusieurs situations de mobbing, donc de harcèlement au travail qui ont été très très difficiles. Je sortais d'une grosse thérapie de 6 ans, donc je me suis dit, peut-être pas maintenant, je vais peut-être quand même faire des trucs, m'éclater un peu. Donc j'ai commencé à faire ça, et j'avais le début de la trentaine. Et donc quand je me suis dit, là, ça va, en fait, j'avais déjà plus de 30 ans. Et je suis un peu passée au travers aussi de tout ce truc. Tu vas avoir 30 ans, t'es trop vieille et tout, faut commencer avant, tout ça, tu vas avoir des problèmes. Je suis passée à travers, j'étais dans un autre... Passée à travers dans quel sens ? J'étais dans un autre espace-temps, tu vois. J'étais pas dans ce truc-là, j'avais pas beaucoup de gens qui parlaient de ça autour de moi. Je voyais bien qu'il y avait des enfants, ma sœur avait des enfants, tout ça, voilà. Mais je me sentais pas concernée spécialement. Okay. J'avais l'impression que j'étais dans le train d'avant, moi. Donc je me suis dit, ça va, y a pas de problème. Stressez pas, on me le répétait pas trop, on me le demandait pas à chaque fois que j'allais chez la gynéco. C'est venu plus tard, ça. Donc je me disais, tout va bien. T'avais quoi ? T'avais entre 30 et 35, c'est ça, à ce moment-là ? Ok. Mais vraiment, j'étais pas là-dessus, moi. Jusqu'à un moment où je suis allée chez une coach professionnelle, parce que je me suis dit, tiens, je suis pas forcément, peut-être que je peux faire autre chose de mes 10 doigts, tout ça. Et la dame, c'était une dame, m'a dit, au bout de pas beaucoup de temps, et pas beaucoup de questions, vous avez quel âge ? Alors, je sais plus, je dois avoir la trentaine. Oui, professionnellement, vous êtes visiblement sur une voie sans issue, donc vous en êtes où au niveau familial ? Ah oui, de but en blanc. Et là, je me suis dit, mais je dois être dans le mauvais film. J'ai regardé la nana, j'ai dit, mais quoi ? J'ai pas su quoi répondre, parce que je me dis, mais
déjà, c'est un peu personnel comme question. Moi, j'étais venue vous voir pour quelque chose de professionnel. Et du coup, elle me dit, Nénette, en gros, c'est pas ça qu'il faut penser. Et à ce moment-là, je me suis dit, vous n'êtes pas la bonne personne pour moi. Au revoir. Parti, j'ai continué sur ma lancée. Bon, tout ça. C'est génial que tu réagisses comme ça parce que j'ai vraiment l'impression, moi, que c'est des trucs qu'individuellement, les femmes subissent d'une manière ou d'une autre, des questions à la con comme ça qu'on vient de poser ou on vient de plaquer ce boum comme ça. Et on entend souvent par la famille, par les amis, etc. Mais même par des inconnus random, quoi. Mais il y en a beaucoup. Et alors, j'ai pas réagi comme ça tout de suite, tu vois. Là, je te le dis cool parce que c'était il y a 15 ans, donc ça va. Ouais. Mais sur le coup, je suis rentrée en pleurant, quoi. Non. Je me suis dit, j'ai rien dans le cerveau, donc j'ai plus qu'à faire des enfants, quoi. Tu vois. C'est ça que tu penses sur le moment, parce qu'on te dit, non, professionnellement, vous êtes naze, et donc, servez-vous de vos ovaires, quoi. C'est un peu violent, quand même. Surtout quand ça vient d'une femme. Tu te dis, ah bon ? Non, je suis pas d'accord. Je crois que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de choses à découvrir, et oui, peut-être, mais pas maintenant, parce que vraiment, je le sentais pas. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour... Puis j'étais toute seule, en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que je suis introvertie, donc j'en ai pas beaucoup parlé. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour me dire, elle m'a dit un truc, mais je vais le mettre à la poubelle, en fait. Et je pense que ça arrive très souvent et que ça déstabilise très souvent. Toi, aujourd'hui, avec le recul, c'est des micro-agressions comme ça que tu as vécues. Tu as l'impression d'en avoir vécu beaucoup dans ta vie ? Tu sais, tu parlais, je sais plus sur quel podcast, de la liste. Je m'en souviens plus. J'ai pris des notes, je m'en souviens plus. Tu peux prendre tes notes, si tu veux. Tu veux prendre tes notes ? Ouais, je veux bien. Vas-y. Elsa, qui m'a envoyé hier un mail pour m'expliquer ce dont elle voulait parler. Je lui ai dit, mais tu sais, Elsa, on parlera de ce que tu veux. C'était les 5 blessures de l'âme. Ah oui. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la justice, la trahison. Oui. Pardon, je les ai dit un peu vite, du coup. Et ouais, c'était plutôt... du coup, c'était peut-être un peu de l'humiliation. Et oui, c'est plein de micro-blessures que tu... Puis c'est de l'injustice, il y a tout, là. Ouais, du rejet aussi, finalement. Et c'est pour ça que j'ai écrit que je voulais te parler de la cruauté des femmes envers les femmes, en fait. Parce qu'on dit toujours les hommes... je suis pas d'accord du tout. Les hommes sont cruels envers les femmes, mais... C'est pas la même chose. En fait, le jour où on comprendra que l'ennemi commun, c'est le patriarcat, et qu'en fait, c'est pas ni les hommes ni les femmes, c'est juste le patriarcat qui décide de venir mettre chacun dans une case, et qu'en fait, il faut surtout pas que ce soit poreux, en fait, entre les deux. Et en fait, ça n'excuse pas du tout ce qu'elles ont pu te dire, tu vois, toutes ces femmes. Mais pour moi, il y a un vrai truc de compréhension de... On incite tellement les femmes à faire des enfants et à s'épanouir dans la maternité, etc., que dès qu'elles en voient une qui n'est pas dans ce schéma-là... I shoot you. Ah, mais parce que c'est ça. C'est juste un miroir de... en fait, il y avait une alternative possible. C'est ça, de ce qui pourrait avoir été. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Oui. Ça va. Et en fait, tu vois, il y avait pas que cette femme. Ça se passe aussi, évidemment, dans les milieux familiaux. Et je me souviens très bien d'avoir commencé donc à bosser dans mon nouveau job après avoir été voir cette coach. C'est trouvé que il y avait d'autres problèmes, tout n'est jamais parfait, et que je me prenais un peu la tête à un moment. Et je me souviens d'une très très longue conversation avec ma sœur qui m'a fait la promotion de la maternité avec... Alors c'était très bien, si tu veux, c'était très soft, il y avait pas du tout d'agression de ce côté-là. Mais c'était vraiment, mais écoute, si ça va pas dans ton boulot, pourquoi tu te prends la tête ? Fais un enfant. Ça n'est pas la même... Et ce truc, si tu veux... Ça n'est pas la même activité. C'était un peu... Mais là, c'est le moment, tu vois, là, c'est bien, faut le faire. Et c'était comme un conseil de pote. Et il y a toujours eu un truc là-dedans où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui me convient pas. C'est un peu comme on disait, mais si elles te vont bien ces chaussures, et tu sens bien que ça fait un peu mal. Et donc tu dis, ouais, mais je vais pas les mettre en fait. Donc il vaut mieux pas les mettre en plus. Je vais peut-être pas les acheter. Parce que ça va t'abîmer les pieds si tu les mets. C'est ça. Et en plus de ça, si tu veux, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à avoir des problèmes de santé.
Et donc, en fait, quand ces problèmes ont arrêté d'être là, parce qu'ils ont été plus ou moins résolus, je me suis dit, yes, mon corps à moi. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'y mettre quelqu'un dedans. Enfin, non, quoi. Donc, et à ce moment-là, si tu veux, il y avait plein de gens qui avaient des enfants, et ces gens qui ont eu des enfants, comme ma sœur, par exemple, qui a 6 ans de plus que moi, les enfants étaient déjà un peu grands, et je me suis retrouvée à des tablées de famille où d'un coup, la maternité avait un autre visage. Et ça, c'était super intéressant pour moi, parce que moi, j'étais pas encore dedans, donc j'étais pas encore dans la salle d'attente de la vie où tu arrives après. J'étais encore dans, c'est bon, j'étais pas encore périmée, ça va. Et j'écoutais tout ça, et les mêmes femmes qui t'envoyaient des photos de la table d'accouchement avec les pieds en l'air et le plus beau jour de ma vie et tout, te disaient maintenant, ah ouais, non mais c'est l'horreur quand même, hein. T'as les pieds qui gonflent, t'as des hémorroïdes, ah puis je te raconte pas l'épisiotomie. Merci pour l'épisode sur l'épisiotomie, parce que jusqu'à cet épisode, je ne savais pas ce que c'était exactement. J'avais pas du tout imaginé la chose comme ça. Je croyais qu'on faisait une petite coupure sur les côtés, tu vois, toute propre. C'est pas du tout ça. Et donc, je vous invite à aller écouter l'épisode d'Émilie. Hein. C'est pas merci à moi, c'est Émilie qui a bien décidé de raconter son épisiotomie 2 mois après son épisiotomie, où elle dit j'ai encore mal à la chatte. Elle disait des choses, Émilie. Et voilà. Et donc j'écoutais tout ça et je me disais mais c'est ça que vous m'avez vendu en fait il y a quelques années, parce qu'il aurait peut-être fallu le dire aussi que c'était pas complètement tout rose, tout ça. Et ça, c'était super intéressant, parce que d'un coup, toutes ces filles qui disaient « Mais allez, mais t'attends quoi ? Mais vous y mettez quand ?» J'aime pas cette expression « vous y mettez quand ?» T'imagines ce qu'il y a dedans ? Oui. Vous y mettez quand ? C'est quand que vous vous sautez dessus comme des lapins pour tous les jours faire l'amour, même si ça fait mal, il faut le faire quand même, parce que c'est l'heure. Vous vous y mettez quand ? C'est hyper moche comme expression. Ouais. Ça manque cruellement d'amour, en fait. Ça manque de tout. Ça manque de délicatesse, ça manque de respect, ça manque d'intimité, ça manque de tout. C'est genre, je sais pas, je te fais des frites puis je te donne les épluchures avec, quoi. C'est... Je sais pas si t'as écouté cet épisode avec Pedro qui raconte qu'il a eu un premier enfant, Pedro Correa. Il raconte dans l'histoire de Daron qu'il a eu un premier enfant avec une première femme, un premier mariage, et que 8 ans plus tard, il a rencontré sa femme actuelle. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a incité à revenir dans... Enfin, tu vois, à remettre le couvert, finalement, 8 ans plus tard. Il m'a dit, c'est un élan d'amour. J'avais envie de plus d'elle sur le monde, tellement elle est géniale dans le monde, etc. Et parfois, je trouve que ça manque un peu de ça, si tu veux, dans notre conception qu'on a de faire des enfants, de vouloir se mélanger avec quelqu'un, tu vois, c'est cool, plutôt que de se dire, alors quand est-ce qu'on s'y met, histoire de cocher la case. Tick the box, mais c'est surtout, et c'est ça que je comprends pas aussi, c'est que c'est tellement plein de belles choses. Donc quand t'écoutes Histoire de Daron, c'est tellement plein de belles choses qu'il faudrait partager. Et au lieu de ça, ce qu'on se balance à la tête, c'est des espèces de trucs dépourvus de tout. Et moi, je comprends pas ça. Et ça me choque vachement. Et donc, moi, je suis allée de choc en choc. Et c'est marrant quand tu parles de Pedro, c'est ça ? Pedro, oui. Parce que ça me rappelle un livre que j'ai lu bien avant, j'ai lu en 2018, donc bien avant Histoire de Daron, de Sheila Heti, qui s'appelle Motherhood, et qui raconte en fait son cheminement. Je crois qu'elle n'a pas d'enfant, et je crois qu'elle ne veut pas nécessairement en avoir, et elle parle de ça, c'est-à-dire qu'elle dit, il faut pas confondre, enfin, elle le dit pas comme ça du tout, mais en gros elle dit, il faut pas confondre le désir d'enfant avec le désir d'un homme à l'intérieur de soi. Waouh. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que j'ai constaté que les moments où moi j'avais envie d'avoir des enfants, c'était des moments où tu avais envie de faire l'amour avec ton partenaire et où tu te disais j'ai envie qu'il m'appartienne, parce que tu t'imagines qu'être enceinte, c'est la même sensation que quand un homme est à l'intérieur de toi. Alors ça, vous pouvez pas savoir, les hommes. Non. Mais c'est une impression de plénitude, parce que tu as l'impression d'être un tout, parce que tu as l'impression que ça fait qu'un, et que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, au-delà de la sensation physique, de l'orgasme et tout, tu as l'impression que le monde t'appartient. Et tu te dis, parce que potentiellement, biologiquement, c'est le moment où peut-être tu conçois un enfant, et tu te dis, ça va être ça.
Et je crois qu'il y a une grosse différence entre ce moment où toi, tu te projettes dans la maternité, tu te dis, ça y est, c'est le moment où le petit spermatozoïde fait, pouf, il rentre dans l'œuf et tout. Tu te dis pas ça quand tu fais l'amour, en général. Mais après, des fois. Et tu te dis, ça y est, ça va être comme ça, et ça va être le pied. Et je crois que, pour avoir parlé avec pas mal de neuroscientistes, parce que j'en suis entourée, je crois que c'est fait exprès. C'est pour que l'espèce perdure. Exactement, d'une part, et que t'es fabriqué pour que ça marche. Et donc, tu as toutes tes petites hormones et tes petits neurones qui se disent « Yeah, ça va être le pied !» Mais voilà. Pas forcément. Pas forcément. Mais même après, si tu parles moi, j'ai parlé à des femmes qui ont eu des enfants, qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas du tout apprécié leur maternité, que pour elles, ça avait été bizarre, qu'elles avaient l'impression d'avoir un alien, qu'elles se sentaient plus elles-mêmes, c'était pas le pied, qui ont eu des naissances difficiles, enfin des naissances, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, le moment où des accouchements, voilà, des accouchements difficiles, qui ont souffert beaucoup, des fois qui ont failli passer carrément, et où je me suis dit bon. Qui te disent d'ailleurs quand tu leur demandes, tu vas les voir à l'hôpital, tout ça, elles ont survécu et le bébé va bien et elles te disent mais plus jamais, hein, c'est fini, j'en ai fait un, j'en fais plus. Et puis d'un coup 3 ans après tu reçois un faire-part et tu te dis mais qu'est-ce que je comprends pas. Le cerveau est très bien fait. Hein. Ça a recommencé. Et en fait c'est là que encore en parlant avec de neuroscientistes qui t'expliquent que on est des animaux et que les animaux, il y en a d'autres qui sont faits pareil et que même si ça fait mal, même si ça se passe pas bien, au bout d'un moment, ça recommence. Et c'est intéressant. Mais moi, j'ai réfléchi à tout ça. J'allais dire, pour revenir à ton histoire, alors, toi, tu regardes tout ça avec avec un regard très extérieur, c'est ça ? Oui et non, parce que j'ai quand même essayé. J'ai essayé, si tu veux... j'ai essayé en fait après avoir eu les enfants des autres. C'est-à-dire que j'ai des relations avec des hommes qui avaient des enfants déjà, petits. Donc j'ai eu pendant un moment un fils à l'époque il avait 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à ce qu'il ait 5 ans. Ok, donc tu as été belle-mère ? Ouais, d'un petit garçon. Et puis après on s'est séparés et j'ai eu une relation avec un homme qui avait 2 adolescents. Donc je suis passée de 5 à 12 et à 17 d'un coup. Ça m'a fait bizarre. Et j'ai trouvé ça très difficile. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas encore trouvé le papa. Donc voilà, après j'ai trouvé le papa qui n'avait pas d'enfant. Et je me suis dit, super. Parce que les mecs avec qui t'étais, ils voulaient pas forcément avoir de 3e enfant, c'est ça ? Ou d'avoir un Non, enfant. c'était pas ça. C'était juste qu'entre nous, ça allait pas. Okay. Et que je me suis dit, non, c'était pas comme ça que j'imaginais ma vie. Donc on s'est séparés. Non, c'était même pas... C'était même pas un sujet, il y avait pas... Non, j'y allais en disant, moi les enfants, c'est pas quelque chose que j'exclus, donc voilà, mais je me sentais pas. C'était pas une époque où... C'était encore à l'époque où ça allait pas très bien dans mon corps, donc je me dis non. Ok. Et t'avais pas la sensation, en étant belle-maman, comme ça, belle-mère, alors pareil, hein, ce mot est horrible, on en parlait avec Anaïs dans cet épisode, je vous mettrai tous les liens dans les notes des épisodes dont je parle. Beaucoup. T'as pas eu cette sensation de pouvoir transmettre, en fait, et que déjà c'était une partie d'une forme de parentalité, finalement, de la transmission? Non, mais moi j'ai un problème avec ça, dans la mesure où ça va être difficile à dire correctement. Alors je m'excuse auprès de mes parents si j'étais un truc qui va les choquer. J'ai eu une enfance difficile, alors pas du tout. J'ai eu une enfance très heureuse d'un côté, de tout ce que mes parents ont fait pour moi et tout. À l'école, ça a été très difficile. Et ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec les autres enfants très tôt. Tu t'es fait harceler ? Ouais, mais beaucoup. Et régulièrement, et en fait très longtemps. Et à l'époque, c'était pas du tout... À l'époque, mes parents me disaient, mais si t'as des bonnes notes, c'est que tout va bien. Et donc moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, j'ai des bonnes notes, c'est que tout va bien. Donc c'est que ça doit être normal. Et ça, j'ai découvert il y a pas longtemps que je me disais ça. Ouais. Et tu vois, dernièrement, j'étais chez mes parents. T'es né en 77, hein, donc on a le même âge, toi et moi. Et moi, j'ai vécu aussi du harcèlement scolaire
au collège. Et effectivement, c'était normal, quoi, tu vois. C'était juste. Alors moi, de mon côté, c'était faut te défendre, tu vois, parce que je suis un garçon. Faut te défendre, tu vois. Ouais. Mes parents me disaient, moi, j'allais la voir en leur disant, en fait, je me fais taper et tout. Ils me disaient, faut te défendre. Ah ben, rien de plus simple. Voilà. Ah oui, bien sûr. Goldorago, il n'y a pas de problème. Et ouais. Mais si, il y avait plein de problèmes et c'était répétitif. Et c'était pas que les enfants, c'était les profs aussi des fois. Et n'en parlais pas parce que j'avais des bonnes notes, donc il n'y avait pas de problème. Je disais, ouais, mais machin, oui, mais tu vas voir, mais ça passera quand vous serez plus vieux. Mais déjà, ça ne passe pas. Le harcèlement se répète après aussi. Donc non, ça ne passe pas. D'ailleurs, il y a un livre très très bien à ce sujet de Marie-France Irigoyen, que je conseille à tous les gens qui ont vécu ou qui n'ont pas vécu d'ailleurs. Sur le harcèlement moral, c'est ça Dans la vie, le harcèlement moral dans la vie professionnelle. Et moi, j'ai découvert ça beaucoup trop tard, ce livre. Et elle l'a sorti il n'y a pas très longtemps, en fait. Elle l'a sorti il y a 20 ans, seulement. Entre guillemets. Ah ouais. Bah oui, je sais. Avant, c'était pas un sujet. Non. Mais donc, en fait, pour revenir de là où on était parti, donc pourquoi j'ai pas eu ce sentiment de transmettre, parce que, en fait, il y a pour moi dans la maternité aussi un souci, c'est que je me suis dit, si j'ai des enfants, je vais pas savoir les défendre, parce que j'ai pas su me défendre. Et en fait, ça s'est passé, c'est-à-dire qu'avec le petit garçon dont j'ai eu l'occasion d'être la belle-mère pendant quelques années, on est allé sur un terrain de jeu. Et je me sentais pas bien sur le terrain de jeu. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi le problème? Pourtant, il n'est pas tombé, il s'est pas fait mal, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, il n'y avait rien de menaçant sur le terrain de jeu et je me sentais vraiment pas bien. Et puis d'un coup, il y a des gamins, puis il était pas très... il avait des petits problèmes de comment on dit, de motricité, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'était pas hyper à l'aise. Tu sais, il grimpait pas comme un malade. Il était plutôt beaucoup dans sa tête. Et bon, pour moi, il n'y avait pas de problème, sûrement parce que j'étais un peu similaire, donc ça allait. Et puis d'un coup, il y a des gamins qui sont venus qui ont commencé à se moquer de lui. Et c'est moi qui avais les larmes aux yeux, tu vois. Je me suis dit, ça va pas du tout, on s'en va. Ça va pas du tout, on s'en va. Et du coup, on est parti. Et à l'époque, je devais avoir 20 quelque chose. T'as pas fait le lien? J'ai pas fait le lien et j'étais pas en mesure de m'auto-analyser, si tu veux, de me dire, oula, c'est toi qui as un truc qui va pas. Et voilà. Et donc, pour moi, dans l'idée d'avoir un enfant, avant la transmission, avant tout ça, c'était la terreur que ça se répète. La terreur que mon enfant aille à l'école et qu'on lui dise t'es moche, et qu'on lui dise t'es naze, et qu'on lui fasse du mal, si tu veux. Et je me suis dit, je saurais pas faire. Je saurais pas le défendre, parce que moi-même aujourd'hui, des fois, j'y arrive pas. Et donc, non. Non, quoi. Je vais pas savoir faire. Et tu vois, ça continue parce que j'étais chez mes parents la semaine dernière et j'ai trouvé tous mes bulletins de classe. Et rien qu'en les relisant, j'ai vraiment pleuré, quoi. Et je me suis fait de la peine, quoi. Je me suis dit, mais c'était ça. Et pourtant, ouais, t'avais des bonnes notes, ouais. Ah ouais, mais à quel prix? Les bonnes notes. Ouf. Ouf. C'est des blessures très très compliquées à refermer, hein. Ouais. Surtout quand tu les découvres tard, quoi. Et je crois que pour moi, ça a joué un très très grand rôle, sans que je le sache, dans le fait de pas vouloir avoir des enfants. Parce que me pas sentir en mesure de protéger ces petites personnes. Parce que j'ai des souvenirs qui vont très 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 loin, bizarrement, de quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans, tu sais, ma maman qui m'emmenait à des trucs d'éveil musical et de me retrouver dans une pièce avec des gamins qui me regardaient comme un chien galeux et à pas savoir quoi faire et à me sentir horriblement seule dans une pièce pleine de gens et à pas savoir m'exprimer parce que t'as 3 piges et que voilà, il y a pas grand chose qui sort, à faire des choses que je comprenais pas et voilà. Et quand je me dis si c'est chouette d'avoir des enfants, je dis non, mais c'est pas chouette, hein. C'est pas cool du tout. Et tu vois, je me dis dans un sens, il y a des choses certainement merveilleuses, mais moi je crois que je pourrais pas. Parce que j'ai pas appris à me protéger moi-même. Et que donc, non. Alors,
j'ai un contrepoint de vue. Hein. Ça me touche beaucoup que tu me racontes ça. Franchement, merci de raconter ça. C'est fou, vraiment. Donc, moi, j'étais harcelé j'étais au collège, mais en fait plutôt à la primaire, etc. Ma fille est née CM1. Elle tombe sur une gamine horrible dans la classe qui rameute ses 2 copines à elle, qui les monte contre elle. Enfin, horrible. Lina, oui. Ma fille aînée que vous avez pu entendre dans le podcast quelques fois. faut écouter les podcasts avec Lina. Et en fait, j'en ai jamais parlé en fait ouvertement, mais je crois que j'en ferai un épisode dédié. Mais je crois que je l'ai défendue à ce moment-là, et c'était très important pour moi de la défendre, beaucoup plus que pour sa mère, par exemple, qui elle n'a pas vécu, tu vois, de harcèlement, etc. Et ça m'a quelque part guéri aussi, tu vois, de réussir à prendre sa défense et de réussir à step up. Je le raconterai un peu plus longuement parce que c'est ton épisode. Mais il faudrait expliquer comment t'as fait, parce que moi j'ai l'impression que tout ce qui serait sorti c'est déjà le simple fait, un truc fou en fait, de lui dire mais c'est pas normal, et en fait t'es la victime, mais t'inquiète pas, on va faire en sorte que ça s'arrange et je vais te défendre. C'est déjà énorme en fait, tu vois. Oui, sûrement. C'est déjà, enfin en tout cas je sais que pour elle ça l'a aidé. Alors après c'est cool aussi parce que ça lui a permis d'aller en thérapie, enfin tu vois, de faire plein de choses. Mais ouais. Waouh, merci Elsa. Je t'avoue que cette dimension-là je l'avais jamais calculée quoi à ce point-là. Il y a eu ça. Okay. Il y a eu ça qui a joué. Et puis après, après on arrive à un moment où, donc pour reprendre le cours un peu plus chronologique, à un moment où donc j'avais le papa, j'avais la situation, et naturellement on me dit bah là c'est maintenant, donc j'ai fait ça un peu sans conviction en fait. Donc j'ai arrêté la pilule sans conviction. Je me suis dit si ça marche, ça marche, puis si ça marche pas, ça marche pas, parce que j'étais super heureuse, donc tout allait bien. Et puis, pourquoi tu l'as fait à ce moment-là alors que c'était sans conviction ? Parce que c'est la fiche Bristol. Ok. Tu réfléchis pas. C'est comme le mariage, tu réfléchis pas assez. Ok. Tu vois, c'est marqué dessus. Et moi j'étais très... je sais pas, c'est peut-être un truc de génération aussi. Je sais pas si on s'est dit, dans la vie, si t'as un travail, tout va bien. Bon, puis après, c'est l'autoroute Fisher-Price. Je sais pas, c'est un truc, ça paraît super logique. Moi, j'ai pas réfléchi. Vraiment pas. Mais tu sais, je crois aussi que dans notre génération, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas de modèle alternatif. Il n'y avait pas de rôle modèle. Il n'y avait pas de femme child free, ou en tout cas... il n'y en avait pas, ou c'est qu'on n'en parlait pas assez. On n'en parlait pas du tout. On les voyait pas. Il n'y avait pas la communication qu'il y a aujourd'hui. Et on les marginalisait un peu, celles qui l'étaient. Sûrement. Ça a pas changé beaucoup. Hein. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, il y a des podcasts qui existent. Tu vois, il y a des comptes Instagram, etc. Et en fait, il y a au moins des femmes, des hommes qui viennent raconter. Ouais. Et ça, déjà, je trouve que c'est cool. Il y a ça, mais il y a aussi un truc que je voulais reprendre parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, où tu parlais de, je sais plus, c'était des tiroirs ou des groupes ou des étiquettes. Enfin, il y a quelque chose que j'aime, qui me met mal à l'aise. On va pas dire que j'aime pas, parce que je veux pas être péremptoire. J'ai très peur des étiquettes. J'ai très peur des tiroirs. J'ai peur des shitstorms aussi. Okay. J'ai peur d'un tas de trucs. Donc en fait, tu vas pas me retrouver sur un groupe de chat quelconque. Tu vas pas me retrouver forcément sur Instagram non plus, parce que j'aime pas me te mettre en avant. Ouais, faire de l'autopromotion. Et aussi, j'ai un peu peur du fait que, par exemple, quand j'aurais écouté le podcast avec Mimi, elle a 15 ans de moins que moi, et tu sens toute l'énergie. Alors, je dis pas que j'en ai plus, c'est pas ça, mais j'ai eu un peu plus de creux et un peu plus de boss, du coup, sur ma route, et du coup, tu sens toute Mimi super entière, tu vois. Tu te dis, ouah, c'est génial, j'ai envie d'y retourner, de faire les choses complètement différemment. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur de ça aussi, parce que je me dis, mais moi, je suis toute cassée. Donc, si tu viens vers moi entière comme ça, je vais pas y arriver. Donc j'ai peur des échanges avec des groupes.
Parce qu'on va me dominer, parce que moi j'en ai marre des groupes, tu vois. Ras-le-bol. Les classes, les groupes, tout ça, c'est pareil. Il y en a toujours un qui va me taper dessus. Donc non, merci, ça va. Et aussi parce que, tu sais, les femmes enceintes, et surtout dans les familles, ça fait des groupes. Et toi, t'es pas dedans. Et ça fait pas du bien. C'est un peu une répétition aussi tu joues pas dans ma cour, hein, tu joues pas avec moi, hein, puis non, va-t'en. C'est un peu toujours, voilà, tu as l'eczéma social, c'est ça pour reprendre, c'était Fiona Schmidt qui disait ça, donc voilà. Bref, revenons sur... Mais c'est l'une des raisons peut-être aussi pour lesquelles tu as décidé d'arrêter la pilule sans conviction, comme tu disais. C'est ça, parce qu'en fait, inconsciemment, je pense aussi que je me dis, d'accord, si c'est ça qu'il faut faire, ok. Parce qu'en fait, finalement, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça aille, tu vois. Alors, c'était les t-shirts poivre blanc parce que c'était à la mode, il fallait les avoir, ou c'était n'importe quoi, autre chose, le classeur machin, le truc. Mais même si je le faisais, ça allait pas quand même. Parce qu'il y avait toujours autre chose. T'étais pas forte en maths, ou t'étais pas forte en physique, ou enfin, ça allait jamais. Et finalement, je me suis dit, c'est ça. Non, mais ok, je vais le faire, d'accord. Et je n'ai pas réfléchi. Pas du tout réfléchi. Du tout. Mais ça n'a pas marché d'ailleurs. Bizarre. Pas marché. Donc ça n'a pas marché. Et puis ça ne marchait pas. Alors au début, je m'en fichais. Franchement, c'était pas mon truc premier. Je me suis dit, ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Au bout d'un moment, je sais plus, quelqu'un a dû me dire ce qu'il fallait faire. Encore une fois, quelqu'un a dû me dire il faut faire, je sais plus, des tas d'analyses de ton anatomie pour voir si tout marche bien. J'ai fait ça, c'était pas très cool. Parce qu'au lieu d'aller chez la gynéco une fois par an, du coup, tu y allais tous les 2 jours, quoi. Enfin, je sais plus, c'était très souvent. Et je me disais, j'ai laissé faire ça, tu vois, j'ai complètement été vécue par le truc. Je l'ai fait. On m'a dit, vous êtes normal. Je me suis dit, merci, ça me rassure. De ce côté-là, du moins. Et puis ça marchait quand même pas. Donc là, l'acharnement thérapeutique ne s'arrête pas. Donc on dit, oui, mais va falloir tester monsieur. Alors là, le truc, tester quoi? Parce que alors là, pour moi, c'était pas du tout une éventualité que ça puisse pas marcher de ce côté-là. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que quand c'est toi qui décides. Même si t'es un peu autopiloté par la pression sociale, c'est quand même toi qui décides d'y aller chez la gynéco, de faire les tests et tout. Et là, quand on dit, il va falloir convaincre ton partenaire qui était complètement extérieur à la chose, parce que moi, j'étais toujours toute seule, j'y allais toujours toute seule. Mais vous vouliez quand même faire un enfant tous les deux? Ouais. Mais donc, il n'était pas si extérieur que ça? Si. Donc, vous... Quoi? Si, je crois qu'en fait, on n'était pas très convaincus ni l'un ni l'autre. Okay. Et que, moi, quand je l'ai rencontré, il me dit, moi, j'en veux 5. Je lui ai dit, 5, c'est un peu beaucoup quand même. On va peut-être refaire un compromis à 2. Mais c'était un peu comme les albums autocollants de Panini, tu vois. C'était, ouais, moi, je les veux tous. Bon, puis après, t'arrives à la fin, tu les as pas tous. C'était un peu nébuleux, tu vois, comme truc. Ouais. C'était pas... mais si demain, et puis d'ailleurs j'ai déjà acheté la poussette, tu vois, donc c'était pas ça du tout. C'était c'était un plan complètement nébuleux. Et je crois que ça l'était pour nous deux. Okay. Et qu'on se l'était pas vraiment dit. Alors pourquoi c'est comme ça pour lui, je sais pas. Mais c'était ma sensation. Et donc voilà. Donc bon, moi quand il s'agit de tester sa fertilité, j'imagine que s'il est à moitié pas dans le truc, c'est très chiant pour un mec. Hein. Oui. Très très chiant. Parce que là, tu es en train de remettre non seulement en cause sa virilité, mais également sa capacité à semer tous ces spermatozoïdes là, tu vois. Ouais, et moi j'ai pas vu le truc comme ça du tout. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, je sortais d'une batterie de tests. Regardez à droite, regardez à gauche, ça marche bien. Faites pipi dans le bocal. Voilà, c'était un peu de la plomberie, tout ça. Et donc, je me suis dit, t'as qu'à faire la même chose. Enfin, tu vois, c'était... Alors, pour moi, la dimension psychologique qu'il y avait derrière, c'était vraiment complètement aléatoire. En plus, et les médecins, alors je me suis dit, un petit test, ça va pas faire de mal. Oui. Et je suis rentrée dans le truc. En plus, c'était de mon côté, si tu veux, c'était du côté de ma famille. Qui disait, mais il faut faire un spermogramme, Je me suis dit, mais vous m'emmerdez, bon.
Puis finalement, j'ai amené ça comme ça entre la poire et le dessert. Faut faire un spermogramme, hein. Là, c'est le prochain truc sur l'agenda. Et puis là, je le vois qui se crispe un peu. Puis qui dit pas grand-chose parce qu'il parle pas beaucoup non plus. Donc, il se crispe un peu, bon. Et puis moi, je ramène ça parce qu'on t'avait fait ça cette semaine. Il faut le faire la semaine prochaine, tout ça. Et donc, on s'est retrouvés à faire un spermogramme complètement bancal, n'importe comment, donc très très mal fait. Courir avec le petit bocal au laboratoire. Alors courir, je dis courir, mais c'était 15 km en voiture, donc c'était pas du tout courir. Le truc était pas à bonne température. Enfin après, c'était n'importe quoi. Alors vraiment n'importe quoi. Et amener le bocal, voilà. Et moi, en sortant, j'avais un genre d'intuition. Je me disais, mais en fait, on le fait, mais en fait, on sait que ça va pas marcher. Et là, je retourne. Donc en fait, chez nous, quand tu fais un spermogramme, tu reçois les résultats chez la gynécologue. Et donc, c'était moi qui allais. Et donc, j'y suis allée toute seule. Très mauvaise idée. Mesdemoiselles, si vous avez à faire ce genre d'exercice, mesdemoiselles, messieurs, n'y allez pas toute seule. Parce que de ce fait-là, tu devenais la messagère, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est moi qui me suis pris la baffe déjà. Parce qu'on m'a dit, mais alors là, il n'y en a pas, ils sont tous morts. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma gynéco... Alors en fait, ce qui se passe avec les gynécos, c'est qu'on te les conseille en général. Parce que c'est toujours un truc où c'est un peu comme le dentiste, tu vois. Tu dis, oui. Il est bien, il fait pas mal, tu vois, c'est un peu comme ça. Et donc, j'avais changé de gynéco parce que c'est elle qui m'avait fait tous mes examens, tout ça. Elle était partie en vacances au moment des résultats, j'avais pas trouvé ça top. Donc, je m'étais dit, merci, c'est gentil, mais alors maintenant, je me retrouve avec quelqu'un qui me connaît pas, qui connaît à peine mon dossier. Enfin bon, c'était pas génial. Et donc, je m'étais dit, je vais ailleurs. Donc, j'avais été chez une nouvelle gynéco qu'on m'avait conseillé. Il me disait, tu vas voir, elle est super, tout ça. Et je rentre chez la bonne dame. Il était aux alentours de 8h30, 9h. Il faut savoir qu'en Suisse, à 9h, c'est l'heure de la pause. C'est pas anodin, ce que je dis. Et donc, je rentre dans le cabinet. Et donc, elle me fait asseoir. Et elle me dit, alors, voilà, madame machin, tout est clair, hein, le spermogramme, il y a rien de viable. Donc, voilà. Vous avez quel âge ? Ah oui, 39 ans. Ah, non, mais en fait, vous y allez tout de suite, hein, pour les FIV. Alors voilà, écoutez, ça, c'est l'adresse, c'est le laboratoire, le numéro de téléphone, bonne journée. Vraiment ? Vraiment. Waouh. Eh bien, bonne journée, effectivement. Bonne journée. Parce que c'est l'heure de la pause. Et là, tu sais, tu ressors. Déjà, tu sais pas comment tu te lèves. Tu sors. Alors, j'étais dans un escalier. Et j'ai pas su comment descendre l'escalier. Je me suis arrêtée. Je me suis dit, je sais pas comment ça marche. J'y arrive plus. Ouais. T'as l'impression qu'on t'a mis dans une machine à essorer à 1600 tours et qu'on n'a pas attendu que le tambour s'arrête pour ouvrir la porte. J'aime beaucoup cette image. Et donc, tu sais pas descendre l'escalier. Voilà. Et là, tu descends. Dans la salle d'attente, tu as ton mari et ton papa qui est venu complètement... qui n'a rien à voir avec ça, mais il était avec. Et tu te dis... Fuck. Voilà. Et alors, tu es là... Contenance, je pense. Contenance. Dans contenance, il y a contenance. Tu respires, t'es là, tu sais pas comment tu fais, ça rentre, ça sort. Voilà, heureusement, c'est automatique parce que sinon tu crèves. Et tu ça va, chérie ? Ouais. On va faire les courses. Tu vas faire les courses, voilà. Tu fais ça après. T'es allé faire les courses. Ouais, en autopilote. Donc j'ai acheté des tas de trucs dont j'avais pas besoin. Pourquoi il y a des piles dans le téléphone, dans le frigidaire, chérie ? Voilà, c'est ça. Et puis après, après tu dis à ton mari, ils sont tous morts. Explosion nucléaire. Et là, ton mari te répond pas très longtemps après. Tu vois, je suis soulagée. Deuxième baffe dans ta tête la même journée. Waouh. Et là, je rigole, mais je rigolais pas du tout sur le coup. Ouais, j'imagine. Et là, tu te dis, je suis retournée dans la machine à laver, elle est repartie, et je vais jamais en sortir en fait, parce qu'on m'a mis dans le sèche-linge. Voilà, donc. Bon, d'accord.
Et ce qu'on ne dit pas, c'est faudrait peut-être refaire un test. J'aurais bien aimé qu'on me le dise. Un autre spermogramme. Faudrait peut-être Dans le des faire bonnes conditions. correctement. Voilà. Au labo, Mhm. juste après. Voilà. C'est un peu chiant parce qu'effectivement, tu dois C'est aller te très, branler très dans chiant. un labo un peu chum avec un porno de mauvaise qualité. C'est très chiant. C'est bof. On va pas le nier. Mais ça C'est nul. permet de pouvoir avoir à la fin un test au moins qui soit un peu fiable, quoi. Voilà, parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, vous restez avec un truc, un gros éléphant dans la pièce qui ne sortira jamais de la pièce. Donc c'est une mauvaise idée. Il faut toujours refaire le spermogramme, même s'il est négatif, au moins tu peux construire même sur quelque chose comme ça, Oui. je pense. Un peu qui soit solide, quoi, parce que là t'avais l'impression que... Et puis j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, quoi. Ah ouais. Que vraiment c'était... je m'en fous. C'était, c'est cool. Mais toi aussi, non? Tu t'en foutais un peu, j'ai l'impression. Que, tu vois, tout ce que tu disais tout à l'heure... en tout cas, t'avais un peu le cul entre deux chaises, j'ai un peu l'impression. Ouais, c'était pire. J'avais l'impression d'échouer, mais qu'il n'y avait pas d'alternative, en fait, à cet échec. Donc, oui, si tu veux, par dehors, tu pouvais avoir l'impression que je m'en foutais. Mais en fait, c'était grosse blessure. Et puis, d'un coup, je me retrouvais dans un vide total. C'est-à-dire que, t'auras pas d'enfant. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi ? Je suis toute seule dans cette pièce où il y en a d'autres. Tu vois, on ne dit pas, c'est pas comme quand tu rentres chez le gynéco et t'as toutes les brochures, hein, on t'explique tout. Mais il n'y a pas celle-là, la brochure qui n'en a pas eu, pour reprendre Blanche Gardin. Tu l'as pas, cette brochure. T'as pas, elle dit aussi, le statut mystérieux. Tu ne l'as pas non plus. Ouais. Donc, j'ai écouté beaucoup Blanche Gardin à cette époque. Beaucoup. Ça m'a fait du bien. Merci, Blanche. Tu vois, il n'y a pas tout ça. Et donc, moi, je suis allée le chercher, en fait. Et c'est en allant le chercher que je suis tombée sur tous ces livres. Donc, chez Laïti, que je suis tombée sur Blanche Gardin, que je suis tombée sur Histoire de Daron, pour y revenir. Ouais. Rien à voir, mais si, en fait, je vois bien comment si, en fait, à voir, parce que je suis tombée donc sur Mimi, premier, mais après à voir, parce que du coup, tu sais que tu seras pas maman, mais tu sais pas, t'auras pas de papa non plus. Et donc, c'est chouette de pouvoir grappiller, de pouvoir voyager avec les autres au travers de ce qu'ils ont vécu. Et c'est un peu aussi ce qui manque à moi, parce que en tant que nullipare, il n'y a pas d'autre mot, il va falloir en créer un. Je préfère Blanche Gardin, qui n'en a pas eu. C'est plus cool. Ouais. Tu sais, il manque... En fait, on n'est pas intéressant. On a l'impression, souvent. Ouais. On a l'impression qu'on n'a rien à dire. Que, on a 45 ans, on n'a rien fait, quoi. Cool. Et en fait, c'est pas vrai du tout. La preuve, là, moi, je t'écoute religieusement depuis 1 heure. Et la preuve, j'ai fait un podcast. En fait, je crois que... c'est ça que je cherchais, tu vois. Quand j'ai écrit le premier mail, c'était pas... je suis très triste, je suis nullipare. C'était pas ça l'idée, c'était que j'avais l'impression que personne m'entendait. Que j'ai pris... Alors, ce dont parle Fiona Schmidt dans La chaîne ou l'utérus, tous les trucs, tous. Je crois que je peux faire check. T'as qu'à adopter. Mais bien sûr, rien de plus simple. Je vais prendre mon petit caddie et je vais aller au supermarché des enfants qui cherchent des parents. Et c'est pas facile d'adopter des enfants. Puis c'est un concept complètement différent. Alors oui, il faut en parler aussi, mais balancez pas des trucs comme ça. Déjà, t'as pas forcément envie. Déjà, avec mon passé et mon histoire à moi, adopter un gamin, c'est encore plus dur qu'en faire un à moi. Je vais pas y arriver non plus, tu vois. Donc, et là, tu te retrouves en fait dans le vide d'intérêt de tous les gens qui sont autour, parce qu'ils ont des familles, parce que voilà, tout va bien pour eux. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils ont des familles que tout vient pour eux, mais nous, on a l'impression. Oui. Et donc, je me suis dit, attends, avant de jeter tout, le bébé, l'eau du bain, tout, va d'abord voir comment c'est de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça que lentement mais sûrement, je me suis dit, je vais aller écouter
je vais aller écouter tous ces gens qui parlent de leur maternité, de leur paternité, de leur famille, de ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire. J'ai écouté des tas d'autres podcasts comme, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est dans mes notes. Ok. On les mettra dans les notes. Si tu veux. Des tas d'histoires de gens, des tas d'histoires de vie. Et de me dire, bon, la mienne, elle n'est pas pourrie. Je veux dire, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à dire. Mais c'est juste que je voudrais dire qu'il y a beaucoup trop de cruauté, en fait, autour de tout ça. Autour de tout ce qui est censé être beau dans ce que vous dites sur la maternité et la paternité. Mais arrêtez les vacheries autour, quoi. Il y en a beaucoup trop. Même quand tu vas chez une gynéco et que tu lui expliques après qu'il y a quelques trucs qui vont pas, elle s'en fout. Moi, il m'est arrivé qu'on me laisse au milieu du cabinet de gynéco. Alors, je sais pas si tu vois le setting, c'est pas du tout sexy. Oui. T'es à moitié tout nu, avec le bas qui manque, avec des chaussettes, des fois elles ont des trous parce que, oups, ce matin j'ai pas fait gaffe. Et la nénette, elle te regarde, elle s'en fout complet, elle reçoit un coup de téléphone et elle te dit, bon, excusez-moi, en matin en salle de travail. T'imagines la porte que tu te prends là, paf, ouais. Paf, paf. Et toi, t'es là, d'accord, donc en fait, je ne suis pas du tout intéressante, même pas médicalement, même pas au niveau de la plomberie. Elle m'a laissée toute seule, mais moi, j'ai fondu en larmes dans le truc, quoi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, je vais donc remballer les trucs qui vont pas, je vais m'en occuper toute seule parce que c'est quoi le choix que j'ai ? Et c'était une femme. C'était une femme qui n'a pas pris le temps de me demander est-ce que vous avez des enfants ? Oui, non, parce que normalement ça fait partie de l'anamnèse chez une gynéco. Bah non, ça ne s'est pas fait. Bam, dans ta gueule. Bah non, je suis pas d'accord. Ou alors, pour te donner un autre exemple de femme encore, je suis allée à un apéro il y a pas longtemps. Rien à voir avec la maternité, c'est un truc semi-professionnel avec plein de gens. Et j'ai rencontré une collègue de mon ancien travail qui vient vers moi les bras ouverts. Oh ouais, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Je dis, ça va bien. Seconde d'après, elle me regarde. Elle se dresse comme ça, les mains sur les hanches. Elle me dit, t'as pas d'enfant. Texto, citation. Waouh. Et là, tu fais quoi ? T'as ton verre de champagne ? Tu dis, attends chérie, j'enlève le canapé, accroche-toi à ton verre ? Ou c'est quoi l'histoire ? Enfin, comment cette conversation a atterri dans mon utérus ? Excuse-moi, mais je comprends pas. Il y a quand même une violence là-dedans que je voudrais juste exprimer. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Mesdames, enfin, non. Et c'est pas messieurs. Parce que cette question ne m'a jamais été posée par un homme. Jamais. Jamais un homme n'est venu me voir en disant, mais enfin, mais t'as pas d'enfant ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Jamais. Donc ça me laisse bouche bée. À quoi c'est dû, tu crois ? Je sais pas. Tu leur as déjà demandé ? Non, à ces parce femmes que qui sur viennent le te voir coup... comme ça en leur disant, mais pourquoi tu vois, de faire preuve d'un peu de vulnérabilité à ce moment-là et de leur dire, tu sais que ça me blesse. Non, parce que sur le coup, je suis pas quelqu'un qui a une répartie de ouf, tu vois. Donc j'ai un peu du mal à sur le coup, ça me fait il y a rien qui sort et j'ai envie de partir. J'ai envie de changer de sujet. Souvent, je change de sujet et ça me fait tellement mal, si tu veux, ça a fait une implosion et je me dis bon, ok, c'est encore cette question et j'ai encore jamais eu de réponse. J'ai pas de tac au tac, j'ai pas ça. Le chip n'a pas été implanté, donc du coup, bah non, j'ai jamais demandé. Par contre, j'ai demandé à des hommes. Et encore une fois, je me retrouve dans mon milieu semi-professionnel et je pense que il y a un peu quelque chose, je pense, qui doit être pas menaçant, mais quelque chose de bizarre, si tu veux. Mais t'as pas fait ça, mais pourtant on est fait pour. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu... Alors que non, c'est juste que ça ne s'est pas fait. Pourtant, je suis bien une femme, je fonctionne comme une femme, je peux vous
Je vous assure, j'ai tout vérifié. La plomberie fonctionne bien. Bah oui. Puis c'est fou parce que j'ai un peu l'impression aussi que tu es en train de te justifier d'une forme de valeur que tu aurais en tant que femme, quoi. Tu oui, vois. Parce qu'on donne l'impression que tu n'en as pas. Juste pas du tout, quoi. Et c'est lourd. J'imagine. C'est très, très lourd. Et tu vois, par exemple, quand tu écoutes Mimi, Mimi dit aussi mais il y a plein de trucs, tu peux faire plein de trucs, elle le dit d'ailleurs aussi, tu peux adopter, tu peux faire une fille, mais c'est pas facile tout ça. C'est beaucoup moins facile que de faire l'amour, hein, je veux dire. Bien sûr. Donc du coup, le plan qu'on te propose, il va être beaucoup plus compliqué. Alors oui, tu peux le faire, elle a raison. Oui, c'est effectivement, un parcours du combattant, quoi. C'est une éventualité. Mais ça peut aussi détruire ton couple, ça peut aussi te détruire toi physiquement, moralement. Il y a un livre qui est paru au Canada qui s'appelle Nullipar d'ailleurs, et qu'on peut avoir en PDF, download en e-book, où il y a plein de femmes qui parlent de ça, soit qui ont effectivement eu des enfants, qui ont adopté des enfants. Donc t'as tout l'éventail du truc, mais c'est pas quelque chose de facile qu'on nous propose. Bien sûr. Et je pense que pour une femme qui a eu des enfants, le fait de dire t'en as pas eu, ça veut dire qu'on peut pas te partager là-dessus. Ça veut dire que merde, je peux te parler de rien, tu vois, en gros. Donc, et c'est à chaque fois, ça me fait de la peine parce que je me dis si, tu peux me parler plein de choses. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais elles sont beaucoup moins. C'est peut-être ça aussi, elles sont beaucoup moins accessibles. C'est super facile quand t'es une femme de dire allez, on parle gamin. Parce que c'est facile, parce que quand t'en as eu, tu sais comment ça se passe. Oui. T'as pléthore de sujets sur lesquels tu peux échanger, ça s'arrête jamais, il y en a des tonnes. Alors que quand t'en as pas, tu vas dire... Faut s'intéresser à toi, quoi. Faut creuser un petit peu plus, quoi. Donc du coup, c'est du boulot, donc non. Dans le cadre d'un apéro, non, ça va pas se faire, quoi. Et là, tu te retrouves encore une fois... Allez, retourne dans la salle d'attente, c'est bon. Et c'est super blessant, tu sais, tu te dis si, quand même, j'avais plein de choses à dire, et puis moi je suis curieuse, donc je m'intéresse aussi à ce que tu penses, mais peut-être d'autres choses. Et c'est aussi ça qui est difficile, tu sais, quand t'en as pas, et que autour de toi tout le monde en a. Alors moi, il m'arrivait des trucs, même des copines à qui on avait dit qu'elles pourraient jamais avoir d'enfants parce qu'elles ont des tas de trucs qui vont pas, et paf, quand même. Et là tu dis, il y a que moi que ça marche pas. Là tu te sens tout seul. Tu te sens nul, alors nul, lipard, voilà, et tu te dis alors même elle ça m'a marché, c'est que moi ça doit être vraiment 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 merdé chez moi, pour plein de raisons. C'est dur avec toi. Oui, aussi. Et puis j'ai une amie qui était ma prof de violoncelle qui est tombée enceinte il y a pas tout à fait 2 ans, il y a 1 an et demi, et avec qui une copine que je voyais souvent, donc on s'était rapprochés un peu, et donc elle tombe enceinte dans des conditions un peu compliquées, le papa habitait pas avec elle, tout ça, donc on en parlait un peu, et puis elle me dit mais tu sais, t'inquiète pas, quand le bébé sera là, moi je serai pas une maman comme ça, hein, je vais pas te mettre mes seins dans la tronche parce qu'il faut que j'allaite, et puis je vais pas t'envoyer des photos de mon gamin, et puis alors surtout si je le fais, tu me le dis. Tu sais, dans ma tête, il y a une petite voix, je me suis dit, je vais pas te le dire parce que ça va te faire de la peine si ça arrive déjà, donc non, mais je peux te garantir à 99% que tu vas m'envoyer des photos de ton bébé, et que potentiellement, tu vas allaiter en me mettant un de tes seins dans mon visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais dans un espace, tu vois, je l'ai vu, j'avais l'impression qu'on faisait fast forward, tu sais, je l'ai vu, il y a eu le moment de la naissance. Dans un film, ça. Et après, c'était pas la même personne. Et c'est ça qui se passe aussi pour nous, c'est que nous, oui, on change, mais beaucoup plus lentement, tu sais, ça se fait, on apprend des trucs, on grappille, on voyage, on fait des tas de choses, mais ça va pas au même rythme, on change pas au même rythme, on n'évolue pas au même rythme. Et donc pour nous aussi, c'est difficile. C'est juste pas difficile de la même manière. Alors oui, il y a plein de galères quand t'es maman. Là, je le crois tout de suite, aucun problème. Mais nous, on n'est pas pareil, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de galère non plus. Tu vois. Et ça veut pas dire qu'on veut pas en parler. Ça veut juste dire que la disponibilité des mamans n'est plus la même qu'avant. Et donc, du coup, nous, on se retrouve quand même dans un vide.
Et ça, c'est difficile. Elsa, merci beaucoup de revenir. Merci de me faire revenir. Je fais jamais ça, tu sais. Non mais vraiment, je fais jamais ça. C'est-à-dire que vraiment, en gros, j'avais un déj juste après notre interview. Ouais, tu m'avais dit. Et sur le moment, tu vois, j'avais la sensation d'avoir bouclé l'interview et que j'avais terminé et tout. Je vais faire mon déj et tout, je reviens et j'étais, en repensant un petit peu à notre discussion, je me dis mais j'ai pas fini en fait. Et c'est marrant parce que je suis sortie, j'avais la même sensation. Je me suis dit, c'était trop bien. Je descends l'avenue, je sais plus comment elle s'appelle, et j'arrive au café, je me dis, ah mince, il y avait encore ça, j'ai pas dit. Ouais, mais quand même, c'était bien. Alors ça, d'expérience, je sais que les gens ont toujours la sensation d'avoir oublié des trucs. Et ouais. Mais moi, j'ai jamais eu la sensation, et j'en ai fait vraiment beaucoup, d'avoir, de pas avoir conclu une interview. Donc ça m'a un peu saoulé. Merci beaucoup de revenir. Je t'ai proposé de revenir. Ah ouais, moi j'ai adoré. Je me suis dit, ah mais trop cool, génial. C'était il y a une semaine. Ouais. Déjà, est-ce qu'il s'est passé des trucs dans ta vie par rapport à ce sujet? Est-ce que cette discussion a créé des trucs chez toi? Ouais. Parce que pour moi, ça a commencé en fait quand je t'ai écrit, donc ça a commencé plus tôt. Après, je me suis dit, bon, c'est un peu comme tous les trucs qui ont été importants dans ma vie que j'ai fait, je l'ai fait, puis après j'oublie. Et puis après, il y a des conséquences où il n'y en a pas. Et là, le fait est donc que tu m'as invité. Et pour moi, ça avait commencé là, parce que c'était pour moi le moment où j'ai touché un fond. Alors, je sais pas si c'est le fond, mais j'en ai touché un. Et je me suis dit, non. Faut que ça change. Ça va pas continuer comme ça. Okay. Et donc j'étais en train, j'écoutais des podcasts, beaucoup, les tiens entre autres. Et je me suis dit, il y avait entre autres un podcast qui s'appelait Sois sage et parle fort, je crois. Mm-hmm. Et c'est cette expression où je me suis dit, sois sage, oui, beaucoup. Je suis le parfait caméléon. Tu sais, comme tu me disais à un moment d'interview, tu m'as dit, mais ça va, ça a l'air de bien aller. Et je me dis, mais pas du tout. Pas du tout. Et je me suis dit, bon, donc il manque parle fort. Et donc pour moi, du coup, il y avait quelque chose de logique de dire, bon, il faut que je partage, il faut que je le dise, il faut que ça sorte. Et donc c'était ça. Et une fois que je l'ai eu fait, donc quand je suis sortie, j'avais cette impression de je l'ai fait, ça y est, et puis d'un coup, ok, et maintenant, il faut que ça continue. Donc du coup, quand tu m'as dit reviens, je me suis dit d'accord, je reviens. Je vais pas te réinviter toutes les semaines, hein, tu sais. Dommage. Ou alors, tu peux lancer ton propre podcast, mais ça, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Okay. Je suis pas sûre que ça soit mon média. Mais tu m'as donné des idées et donc il y a des choses qui vont suivre. Ok. Je sais pas si tu veux en parler, mais tu m'as dit un truc juste après qu'on ait coupé, c'est que tu m'as dit que t'en avais pas parlé à ton mari, que tu venais me voir. J'en ai pas parlé à mon mari parce que d'une part il parle pas français, donc j'aurais fait une émission, je serais dit t'as vu c'est moi qui parle, tu comprends rien. Et j'avais pas envie de traduire. Et ça aussi ça dit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai quitté la France donc il y a 25 ans. Donc j'ai passé plus de temps à l'étranger que dans mon pays natal. Et je me rends compte qu'il faut que je revienne. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Qu'il y a des choses qu'il faut que je dise. Et je peux pas les dire dans une autre langue que ma langue maternelle. Donc pour moi, voilà, il y avait ça. Et puis, il est dans une phase qui est difficile pour lui. Et qui est plutôt auto-centrée. Et moi, je suis dans la phase entre les deux. Où il faut vraiment que ça sorte. Et je me voyais pas lui expliquer, écoute, voilà, je vais parler de trucs qui vont être personnels, mais que je vois plutôt comme des choses qui m'appartiennent à moi. Et il m'aurait dit, mais t'es complètement malade, et tu vas voir quelqu'un que tu connais pas. Et du coup, ça m'aurait découragée. Et j'avais pas envie que quelqu'un y touche, en fait. Et donc, en fait, non seulement je l'ai pas dit à mon mari, mais en fait, je l'ai dit à personne. Donc, voilà. Et parce que vraiment, je voulais que ce soit un moment à moi toute seule. Okay. Enfin, que je partage avec toi, évidemment, mais... Non, mais puis c'est à toi toute seule, oui. Voilà. Oui. Donc, c'était mon truc. Et peut-être que je lui dirai, mais peut-être que je lui dirai pas. J'ai pas encore décidé. D'accord. Pour revenir à cette interview pas terminée, moi, en fait, en vrai, j'ai envie de te poser une seule question, puis on va voir à partir de là d'où ça vient, mais c'est... Comment ça va aujourd'hui ? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai complètement oublié de te demander ça.
En fait, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que déjà j'y réfléchissais avant et quand tu me l'as posée, je me suis dit il a trouvé la bonne. Et en fait, j'ai envie de te dire, j'ai un pied dans une chaussure et l'autre dans l'autre. C'est-à-dire que il y a toute une partie de moi qui est super vulnérable et qui est toujours, je sais pas si tu connais de Françoise Dolto, le livre qui s'appelle Le complexe du homard. La carapace. Voilà, mais j'en ai pas. Et donc du coup, je me balade en fait depuis très très longtemps avec une carapace dans laquelle on a foutu des coups, plein de coups. Depuis plus ou moins toujours. Alors ça sonne un peu tragique, évidemment, j'ai pas passé des années à pleurer dans mon coin, mais quand même, je me suis pris plein de coups. Que ça soit dans le milieu préscolaire, scolaire, post-scolaire, professionnel, il y a toujours eu des coups plus ou moins importants. Et puis en plus dans le milieu, dans ma féminité, si tu veux aussi. Donc, et je me suis retrouvée en fait à la fin de cette phase, milieu 2022, où j'ai commencé à me dire ça va pas du tout, il fallait avoir quelqu'un. J'ai commencé à avoir des pensées dont j'étais pas très fière. Suicidaire. Voilà, pour citer le chanteur. Et le pire, c'est que personne m'a pris au sérieux. Enfin, je suis allée voir, j'en ai parlé. Je dis mais je sens que ça va pas. Je sais pas, j'ai des pensées bizarres. Je suis pas comme ça d'habitude. Tu en as parlé à qui? J'en ai parlé à une amie et j'en ai parlé au psy. À ton psy? Ouais, que la même qui m'a posé la question de pourquoi êtes-vous au monde. Ah oui. Et elle m'a regardée. Elle m'a regardée comme si je lui disais. Je sais pas, je pensais qu'en sortant, j'allais faire les courses chez Aldi, tu vois. Et je lui ai redemandé, je lui ai dit, mais je sais pas, vous trouvez ça normal? Et elle me dit, on va pas en faire un plat, quoi. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Ah ouais. Et donc, voilà. Donc, il y avait ça, et il y a toujours, et je me suis dit, bon, c'est pas moi. Je sais bien qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qu'il faut que je prenne au sérieux. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a aussi un truc, c'est que cette femme, elle travaille pas dans la langue maternelle. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, c'est parce qu'il y a un point que sémantiquement ou linguistiquement, elle peut pas toucher et elle y arrivera pas, quoi qu'elle me demande, parce qu'il y a toujours un truc qui va traduire. Et pour moi, ça marche pas. Et donc, je me suis dit, bon, faut que j'aille chercher ailleurs. Et donc, j'ai cherché de l'aide sur les podcasts, j'ai cherché de l'aide sur Internet. Je suis toujours en train de chercher, j'ai pas fini de chercher. Donc, je suis toujours un pied dans le super vulnérable, en même temps un pied par rapport à ce dont on parlait dans la première partie de l'interview où je te disais, il n'y aura pas de maternité. C'est toujours douloureux, je crois que ça sera toujours douloureux. Mais je suis en train de me dire, y a quand même une vie, quoi. Je suis pas crevée, donc ça va. Tu vois, il y a un côté qui se dit, bon, c'est mort. Et il y a un autre côté qui se dit, mais pas du tout. Il y a plein de trucs à faire. Et au contraire, avec toute cette liberté, je suis pas obligée d'écouter les gens, je suis pas obligée de jouer le caméléon, je suis pas obligée de dire, ah, mais je veux absolument rentrer dans ce moule, mais je ne peux pas. Merde, j'ai envie de dire, tu vois. J'ai envie de dire, non. Et puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que je peux faire, et il y a plein d'autres choses que je peux offrir et que j'ai envie d'offrir, et j'ai pas envie qu'on m'en empêche, du coup. Donc, je vais commencer à parler fort. Et ça, c'est l'autre côté, si tu veux, qui est un peu plus prometteur, on va dire, où il va falloir commencer à sortir les mammouths qu'il y a sous les graviers, tu vois, que c'est plus... Je cite un copain, Momo, si tu m'entends. Les mammouths sous les graviers, il va falloir les sortir. C'est quoi les mammouths sous les graviers? C'est les anguilles sous roche, mais quand elles sont beaucoup plus grosses. Et donc, j'ai l'impression que c'était les éléphants dans les magasins de porcelaine. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes. Okay. C'est plus les tiens, quoi. Les mammouths, ils t'appartiennent, tu peux les sortir, ça y est. Et en faire quelque chose. Parce que 45, c'est pas la fin de la vie. Ben non. On est d'accord. Ben oui. Donc, c'est maintenant que ça commence. Oui, parce que tu es en train de montrer ce cadre que j'ai dans mon salon qui dit ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau, je vois les jours heureux qui se pointent, qui est le fameux. Je vais voir les jours heureux qui se pointent. Ouais. Mais je crois que peut-être aussi tu es en train de pointer un truc, c'est que chez les femmes, il y a ce deuil, en fait, tu vois, de
te dire, ok, en fait, donc cette période-là où je pouvais avoir des enfants, où il y avait une fenêtre, en fait. Ouais, elle est toujours ouverte si tu veux, mais moi je me rends compte que c'est pas forcément la mienne. Et c'est ok. En fait, c'est ça le truc. Et c'est le truc qui m'a le plus manqué dans toute cette phase de vulnérabilité qui continue encore et auquel je voudrais appeler aussi chez les femmes qui ont des enfants face à celles qui n'en ont pas, c'est que nous aussi on a besoin d'être consolés. Mais consoler, c'est pas forcément la condoléance. C'est quelque chose de complètement différent. On a besoin qu'on nous demande pas toujours, comme c'était Claudette qui disait, quand on va chercher un truc dans le frigo et que c'est pas un truc d'alcool, on a besoin qu'on arrête juste de nous dire « Ah, ça y est, t'es enceinte !» Non, on a juste envie d'un coca. C'est normal. Et on a besoin aussi de... juste d'être écouté pour ce qu'on a à dire, c'est pas forcément des trucs qui ont à voir à la maternité, mais ça peut être des trucs de femme ou ça peut être simplement des soucis... qui sont pas du tout reliés à ça, mais il y a une forme de consolation qu'on n'obtient pas, et parce que justement on essaye de nous faire rentrer dans ce moule tout le temps, mais déjà pas forcément on en a envie, ou peut-être qu'on peut pas, et peut-être que ça aussi c'est douloureux, donc faut pas shooter dedans, tu vois. C'est ça le truc. Et donc voilà. L'autre truc que j'ai oublié de te demander, et là vraiment je me suis dit mais Fab t'es nulle parce que elle t'a tendu une perche et là t'es complètement passé à côté. J'ai fait ça moi? Non, moi. Okay. Oui, tu m'as tendu une perche, oui. D'accord. C'est que cette fameuse phrase de ta psy, là, « Pourquoi es-tu au monde ?» T'as l'impression aujourd'hui, j'ai bien compris qu'elle t'avait emmerdé cette question. Ouais. Mais est-ce que t'as l'impression aujourd'hui que tu comprends un peu mieux ce qu'elle voulait dire, et est-ce que tu comprends un peu mieux, après tout ce que tu viens de me raconter là, pourquoi c'est important de faire ce constat-là et de se dire « Ok, pourquoi je suis au monde en fait ?» Pas encore tout à fait. Ok. C'est un peu quand tu rentres dans un tunnel, tu sais qu'il y a un truc au bout. T'en es parfaitement certain que tu vas pas atterrir dans un mur. Mais je le vois pas encore et je vois qu'il y a plein de détours et j'y suis pas encore. Je comprends le sens, j'ai bien vu. Quand tu m'as regardé, tu me dis mais oui évidemment. J'ai dit oui, mais tu es beaucoup plus loin que moi, Fabrice. Tu as déjà une longue barbe blanche. J'ai pas dit. C'était pas du tout. Non, en fait, tu m'as dit que cette question t'avait énervé, ouais. Et je comprends pourquoi elle t'a énervé. Hein. Mais je trouve que c'est une bonne question qu'elle t'a posée à ce moment-là. Oui. Peut-être pas dans le bon timing, j'en sais rien en fait. Pas du tout. Parce que moi, j'y suis allée super vulnérable. Ouais. J'y suis allée et je suis toute pétée. J'ai mes rayures de zèbre, ça fait des zigzags et voilà, je sais plus. Enfin voilà. Et elle me balance la question de quand t'es déjà le zèbre avec tes rayures bien parallèles. Mais non. Mais t'auras jamais des rayures bien parallèles, enfin. Un petit peu. Ben non. Mais peut-être pas. Mais t'as déjà vu un zèbre se changer? Il change pas, il est juste... Comment tu le sais? Ben un zèbre, c'est un zèbre, il est né comme ça avec ses rayures, il va pas changer, quoi. Je sais bien, mais... Il y a pas un moment donné où le zèbre dit, alors attends, bouge pas, je vais mettre mes rayures bien parallèles. Tu sais pas. Bah non. Enfin, je sais pas, la science s'en aurait parlé quand même. Peut-être. Mais tu vois, c'est ça aussi, je trouve. Je me dis que, en t'écoutant et tout, je me dis que c'est ça aussi, c'est que t'attends un truc qui va peut-être venir, alors qu'en fait, en vrai, il est déjà en toi, tu vois. T'attends de ranger tes rayures, mais non, en fait, tes rayures, elles vont pas bouger, t'es comme t'es. Oui, et là, t'as complètement raison, mais j'ai pas encore fini d'écouter le podcast. J'avais fait que 2 jours. Donc, je suis à l'introduction du mois de novembre. Tu parles du podcast Trouver sa raison d'être? Ben oui, là, t'en es déjà au 29, je sais, je suis en retard, mais je pouvais pas tout faire. Mais oui, je sais bien. Je suis même pas sûr qu'à la fin tu trouves, hein, tu vois. C'est juste, non, mais c'est un travail qui est intéressant. Au moins, ça m'aide parce que moi, ce qui m'a énervé dans le truc, c'est que pour moi, c'était pas le bon moment. J'avais envie de parler d'autre chose. J'ai pas osé lui dire parce qu'elle m'a balancé ça en fin de séance, genre vraiment 2 minutes avant la fin. J'étais déjà dans mon manteau et tout, et c'était genre bon bah à la prochaine parce qu'on n'avait pas de rendez-vous fixé ni rien. J'ai dit mais n'importe quoi. Et j'avais envie qu'on me décortique un peu le truc, qu'on m'amène à réfléchir, qu'on me dise ben voilà, c'est bien que tu sois là quand même, alors que moi j'étais dans la phase où je me disais mais c'est pas du tout bien que je sois là, je sers à rien dans ce monde, donc je balance la question pourquoi vous êtes, et moi je lui ai vraiment répondu j'ai pas demandé à y être. On m'a pas demandé mon avis. Ouais. Et sortez-moi de là, quoi, je suis dans le mauvais film. Et tu vois, c'était ça ma réponse. Et voilà, ça m'énervait. Mais ça, de toute façon, on te demande jamais à venir au monde. Hein. Et oui, je sais bien. Et les enfants que tu fais, ils n'ont pas demandé non plus, quoi. J'ai appris.
J'ai appris. Mais après, je donne un conseil pour les gens peut-être qui écoutent. Je trouve ça intéressant, tu vois, quand t'as ta psy ou ton psy qui te pose une question qui te secoue, de revenir. Alors, j'ai bien compris que c'était pas forcément là où le bon psy pour toi par rapport à la langue et tout, mais je trouve ça intéressant de revenir et de dire, alors tu vois, cette question-là, elle m'a énervé. Enfin, tu vois, dans la séance d'après, elle m'a secoué. En fait, je trouvais que c'était pas le bon timing, voire même de lui dire, t'es qu'un con, t'es qu'une conne. Ta question, elle est complètement à côté de la plaque et voilà pourquoi. C'est toujours cool. Ça permet d'avancer au moins. Ouais, et le truc, c'est que là, il y a le caméléon qui vient dans l'image, qui dit, mais non, si je dis ça, elle va me trouver naze et j'ai pas envie, et il faut qu'on continue à travailler ensemble, et donc je vais pas lui dire ce que je pense, parce que là, tu vois le truc, quoi. Donc, ah oui, t'avais raison. C'est comme si tu vas chez le dentiste et tu dis, j'espère que j'ai les dents toutes nickel, hein, parce que vraiment... Ben ouais, mais tu rigoles, mais je lui dis au dentiste. Non, mais je suis comme ça, moi. Je me lave les dents 3 fois avant d'y aller. Je dis, mais non, mais il n'y a pas de tartre. Hein, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Parce que je suis parfaite. C'est ça, c'est chiant d'être parfait, en fait, faut le dire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas possible. C'est chiant de vouloir être parfait. C'est ça. À tout prix. Et surtout, pour les autres. Oui. C'est aussi. encore plus chiant. Aussi. Je suis très chiante, mais je commence à assumer. Ça va. Ouais, c'est très chiant envers toi, surtout. Oui. C'est pas envers les autres. Je sais. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, un dernier truc, c'est que tu disais tout à l'heure que il te reste encore plein d'années à vivre, que t'as que 45 ans et que t'as encore toute ta tête et toutes tes jambes. Mes bras et mes jambes. Toutes mes jambes. Ouais. Et effectivement, la vie, elle est encore longue. Ouais. Mais surtout, je crois qu'il y a un truc que tu captes pas, c'est que effectivement, t'as pas d'enfant et j'imagine à quel point c'est un truc qu'on te retire peut-être, tu vois, mais c'est surtout une liberté folle à laquelle t'as accès toi aujourd'hui, qui est, bah t'as pas d'enfant. C'est-à-dire que c'est une contrainte en moins dans ta vie qui est immense, quoi. Qui est très très grande et très très longue. En termes de liberté. Ouais. Mais on te la présente pas du tout comme ça, en fait. Le truc, c'est que moi, j'ai eu besoin d'arrêter de parler à un certain nombre de personnes, en fait. Alors, pas dramatiquement comme je le dis, mais de prendre de la distance par rapport à un certain nombre de personnes, parce que tout ce qu'on me présentait comme modèle, pour moi, c'était des modèles d'échec. C'était des trucs où t'as pas fait quelque chose. Donc, t'auras pas quelque chose. Donc, il te manque quelque chose. Voilà. C'est toujours le truc de négatif, négatif, négatif. Et en fait, il y avait personne qui me disait, ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire, mais attends, 5 minutes, ça va. Enfin, il y a un plan que t'as pas fait, mais il y a 1000 plans à côté que tu peux faire. Et il m'a fallu un temps fou pour réaliser ça, quoi. Pour réaliser que, n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai pas fait un truc que il y en a pas 999 autres que je peux pas faire. Bien sûr. Et donc c'est un truc super limitant en fait qu'on te balance socialement, qu'on te balance un peu partout, que voilà, tu regardes 2 ou 3 actrices que t'aimes bien et c'est un compte à rebours, tu dis ah ouais, OK, elle a 30 ans, elle a 32 ans, c'est pour bientôt, et paf, après ça tombe et tu dis il y en a une de moins, voilà. Enfin, tu sais, tu te dis ah ouais, elles l'ont toutes fait, pas moi, bon d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, mais il y a plein de trucs à faire, c'est juste que il faut les chercher un peu plus, ou il faut les chercher différemment. Et qu'on t'a pas forcément appris à chercher différemment le truc, donc forcément tu vas pagayer dans une autre direction. Et tu trouves que ça manque de rôle modèle? Ouais, ça manque de... Oui, ça manque de paroles, ça manque de... Il y en a, mais il faut les chercher plus. C'est pas du tout qu'il y en a pas, mais elles sont pas aussi mises en avant, ça manque de publicité, tout ça, un peu. De dialogue, de publicité, de tout. Je tiens à dire que je suis pas en train de dire que tu t'es obligé de rien faire. Enfin, t'es obligé d'être scotché quand t'as des enfants et que tu peux plus rien faire. C'est juste que le fait de ne pas en avoir, ça t'enlève une variable folle dans ton équation et dans ta liberté. C'est un truc de ma boule, quoi. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie aujourd'hui. Oui. Et je dis pas que tu pourrais pas le faire si t'avais pas des enfants, mais t'aurais peut-être d'autres contraintes. Complètement différemment, sûrement. J'aurais plein de choses enrichissantes aussi, mais ça serait pas les mêmes. Et chez eux, c'est juste que les miennes me semblent, peut-être parce que je suis en train de sortir de ces moules, si tu veux, les miennes me semblent beaucoup moins accessibles que les choses de maman, si tu veux, qui semblent beaucoup plus, voilà, c'est sur le marché, si tu veux, tu sors, pouf.
Alors que pas du tout. Je suis sûre que quand t'es maman, t'as plein d'autres trucs qui sont super difficiles et où tu te casses la tête et voilà. Mais voilà, moi je me dis que les miens, faut que j'aille les chercher un petit peu plus loin et que c'est beaucoup moins sur un plateau parce que t'es une femme, alors qu'est-ce que tu fiches, quoi. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça ce qu'on te dit en fait. C'est ce que m'a dit la coach que je suis allée voir il y a 10 ans, quoi. C'est bon, mais votre carrière, on s'en fout, faites des enfants. Ah mince. Elsa, merci beaucoup. Franchement, pour ce témoignage ultra précieux. Vraiment, et je pèse mes mots, hein, quand je dis ultra précieux, c'est que effectivement, on entend beaucoup de jeunes femmes qui veulent pas d'enfants, qui ont pas d'enfants, et qui, comme tu dis, un peu comme Mimi, quoi, tu vois, qui ont 15 ans de moins que toi. Et on sent bien, comme tu disais, tes bosses et les creux et les bosses. Tes bosses. Les flaques, les grosses bosses. En tout cas, merci beaucoup. C'était merci vraiment, à toi. C'était adorable et très touchant. Franchement, je crois que ça va parler à plein de gens. Ben, j'espère. Un grand merci à toi, c'était cool. Merci à toi. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as, quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.